Bien, je vous propose de démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Excusez-nous pour ce petit retard, mais on va le rattraper, j'en suis certain. Très heureux de vous accueillir à la fois sur ce salon Industrie du futur, qui est le projet que nous portons au niveau de la communauté d'agglomération Mulhouse Sud-Alsace, M2A, avec la région Grand Est, pour permettre aux industriels et aux offreurs de solutions de se rencontrer, y compris les startups, ici un village de startups. Et bien entendu, cette action est une des actions parmi toutes celles que nous portons sur notre territoire et qui s'inscrit dans une démarche plus globale, qui est la démarche territoire d'industrie, qui est une démarche qui emporte un certain nombre de territoires sur le sud d'Alsace, plus de 300 communes et un grand nombre d'industriels. Et ce que nous vous proposons ce matin, c'est de partager autour de ce programme Territoire d'industrie, de regarder comment nous pouvons continuer à nous inscrire dans différentes démarches. Alors, avec des sujets aujourd'hui qui sont ceux que l'on doit porter, on a longtemps travaillé sur la question de l'innovation et plus particulièrement sur l'innovation technologique. Mais aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui s'adressent à nous, dont les questions de décarbonation, de mobilité qui sont au rendez-vous de nos travaux. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Laurent. Donc, je suis Jean-Baptiste Guesquin, responsable du programme Territoire d'industrie au niveau national. On va faire cette présentation à deux voix avec Antoine Oignier qui est chargé de mission Grand Est au sein de l'équipe Territoire d'industrie. Et on vous propose de commencer cette journée par quelques enjeux de mutation industrielle pour vous exposer déjà les raisons d'être du programme Territoire d'industrie, les sujets sur lesquels on intervient en priorité et puis les perspectives pour la suite. Puisque Territoire d'industrie, c'est un programme qui a bientôt 4 ans maintenant, qui a été lancé en 2018 et qui est prolongé pour les 3 prochaines années de 2023 à 2026. Donc on est en pleine réflexion aujourd'hui pour préparer la prochaine phase du programme et donc on va vous exposer un petit peu, nous, les priorités qu'on a identifiées pour la suite. Donc dans les raisons d'être du programme Territoire d'industrie, c'est tout d'abord le poids des territoires dans l'industrie. On a 3/4 de l'emploi industriel aujourd'hui qui se situe en dehors de métropole et donc un rôle très important des territoires, des petites métropoles, des agglos, des communautés de communes dans l'industrie où elles se situent en majorité. Aujourd'hui, même les investissements étrangers s'installent en majorité dans ces territoires et l'essentiel de l'industrie est également porté par des petites structures, des TPE, des PME, des entreprises de taille intermédiaire. On a voilà, les grands groupes qui tirent les filières, mais derrière, le gros de l'emploi industriel est situé dans des entreprises de petite taille ou de taille moyenne. Une autre raison du programme Territoire d'industrie, c'est de faire de la réindustrialisation, puisque le pays a connu une tendance très négative dans l'industrie ces 30-40 dernières années. Donc là, vous avez l'évolution de l'emploi sur les différents secteurs économiques au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Et vous voyez que l'industrie, donc en bleu, a une trajectoire qui, après les 30 Glorieuses, a vraiment plongé. Une trajectoire d'ailleurs qui est sensiblement de la même pente que celle que l'agriculture a connue au cours du XXe siècle. Donc un gros enjeu de réindustrialisation. Même voilà, si les chiffres que j'exposais précédemment montrent le poids de l'industrie dans les territoires, on a quand même beaucoup de régions qui ont perdu de l'emploi industriel et on s'est rendu compte ces dernières années que l'économie ne pouvait pas tourner sans industrie. Je pense que la crise Covid a été d'ailleurs très révélatrice sur ce sujet-là, que l'industrie avait un rôle très important dans la souveraineté économique et puis un rôle social très important qui justifie qu'on ait une priorité mise sur l'industrie et sur le fait de structurer des territoires d'industrie. Un sujet aussi qui a milité sur le territoire d'industrie, pour le territoire d'industrie, c'est le fait de la possibilité de donner carte blanche à des territoires industriels pour bâtir leur stratégie économique. Nous, au niveau national, dans l'équipe territoire d'industrie, on ne définit pas le plan d'action de chaque territoire d'industrie. On a environ 150 territoires d'industrie au niveau national. L'idée, c'est de leur donner la boîte à outils pour qu'ils construisent eux-mêmes leur plan d'action, puisque les situations sont très différentes d'un territoire à l'autre. Vous avez des territoires qui vont avoir des logiques de développement très forts, avec par exemple des tensions de foncier, des tensions de recrutement, et d'autres territoires plutôt sur des logiques de reconversion de friches, de revitalisation,
d'identification de nouvelles filières économiques. Donc on a des territoires d'industrie vraiment très différents d'un bout à l'autre du pays. Et le principe du programme, c'est vraiment de faire du sur-mesure et de donner la possibilité à chaque acteur de définir la stratégie qui est la sienne. Et là, voilà, pour vous illustrer un peu les tendances qu'on peut avoir d'un territoire à l'autre, là vous avez... alors on a pris des territoires qui ne sont pas dans la région, mais là vous avez Denain dans les Hauts-de-France, près de Valenciennes, en 1960, où vous voyez l'industrie de l'époque particulièrement développée. Aujourd'hui, voilà, la plupart de ces zones sont en friche. On est en plein dans l'ex-bassin minier qui a connu de grosses difficultés. Et aujourd'hui, c'est un territoire d'industrie dans lequel on intervient pour des sujets de reconversion de friche, des sujets d'identification de nouvelles filières économiques pour le territoire, donc un grand enjeu de renouveau industriel. Mais on a des territoires qui sont dans des logiques complètement opposées. Si on prend les herbiers en Vendée dans les années 60, donc zone très agricole, très rurale, petite ville de Vendée, aujourd'hui, les herbiers, c'est une des zones industrielles les plus dynamiques du pays, avec depuis pas mal d'industries qui se sont installées et une vraie dynamique territoriale. Donc chaque territoire, ces images-là, c'est pour vous illustrer qu'on a des tendances très différentes d'un territoire industriel à l'autre, mais on a une constante dans les deux cas, c'est de faire l'industrie un levier de développement des territoires, quel que soit le point de départ de l'industrie. Donc, voilà, pour vous illustrer encore un petit peu les dynamiques différentes d'un territoire à l'autre, là vous avez les dynamiques d'évolution d'emploi industriel des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des territoires dans l'ouest, dans le sud, dans une partie aussi du Grand Est, plutôt côté Alsace et Franche-Comté, avec des dynamiques plutôt positives, et des bassins, au contraire, plutôt ex-bassin minier lorrain, Hauts-de-France, les grandes villes, les grandes métropoles également, qui se sont tertiarisées très fortement ces dernières années, qui justifient qu'on a des dynamiques très différentes dans les différents territoires d'industrie. Donc aujourd'hui, territoire d'industrie, c'est 146 territoires d'industrie qui regroupent 542 intercommunalités. Ce sont les bassins les plus industriels du pays. On travaille sur ces territoires d'industrie sur 4 grands piliers: l'attractivité du territoire, le recrutement, l'innovation, la simplification. Et l'objectif du programme, c'est d'apporter une méthode d'animation qui associe les acteurs publics et les acteurs privés, ainsi qu'une boîte à outils d'aide à l'investissement, une boîte à outils d'aide en ingénierie qui permet de mener à bien les actions du programme Territoire d'industrie. Donc là, on va zoomer sur quelques sujets de l'offre de services territoire d'industrie. Alors comme on est sur un salon plutôt industriel, on a ciblé des choses qui peuvent directement intéresser les industries et les entreprises. Donc des choses qui sont actives dans l'offre de services actuelle, qui vont être prolongées dans la future offre de services et qui peuvent intéresser soit, si vous êtes industriel, vous-même, votre structure, et si vous êtes plutôt côté collectivité, ça peut également intéresser les entreprises qui sont sur votre territoire. Donc ça, je vais laisser Antoine Oignier détailler un petit peu le premier volet, notamment en matière de développement des compétences et d'aide au recrutement. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Alors effectivement, le VTE, il y a une offre duale, on va dire, sur cette aide au recrutement d'un jeune talent. Alors une aide de 4 000 € pour l'embauche en territoire d'industrie, qui est cumulable avec une aide de 12 000 € pour un emploi particulièrement impliqué dans la transition écologique. Donc on a souhaité mettre à disposition une aide qui permet le recrutement de jeunes diplômés dans des PME, TPE industriels, là où ils n'iraient pas forcément spontanément, en contrepartie d'un poste à responsabilité, souvent bras droit de dirigeants, qui permet de mettre un réel pied à l'étrier dans l'industrie et de ne pas hésiter à passer le pas grâce également à ce dispositif d'aide. Un autre exemple qu'on souhaitait vous présenter, c'est celui des écoles de production. Alors les écoles de production, c'est une alternative au lycée pro qui permet à partir de 15 ans d'intégrer une équipe qui produit de la sous-traitance, des petites séries,
Alors c'est un modèle qui s'est développé surtout autour du bassin lyonnais. Alors là, c'est pas indiqué, c'est des nouvelles installations. Mais voilà, au départ, c'était un modèle développé dans le bassin lyonnais et voilà, qu'on a souhaité soutenir à l'occasion de la relance. Et on a soutenu donc une trentaine d'installations d'écoles de production à partir de 15 ans, avec des petites équipes. Souvent, c'est un encadrement de qualité, puisque c'est des petites équipes avec des structures à taille humaine. Et surtout, voilà, une réelle philosophie d'apprendre par le faire et d'avoir l'occasion de produire des petites séries rapidement dans un contexte d'équipe. Voilà, on a souhaité soutenir ce dispositif, et donc il y a une petite trentaine qui sont soutenus à la fois en investissement et en amorçage grâce au soutien de la Banque des Territoires également. Et je me permets voilà, d'insister sur notamment le VTE. C'est un modèle qui n'est pas très connu des entreprises aujourd'hui, alors qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont intéressés pour travailler en PME et en ETI. Nous, on a par exemple des écoles d'ingénieurs qui nous contactent aujourd'hui pour trouver des stages en PME et en ETI avec des étudiants qui veulent vraiment un peu changer, donner davantage de sens à leur métier, à leur premier poste, et ils cherchent voilà, de nouvelles structures à intégrer, et les PME répondent à ce besoin-là. Donc on a aujourd'hui sur ce dispositif plus d'étudiants candidats que d'entreprises qui recrutent. Alors qu'aujourd'hui, quand on fait des visites industrielles, le recrutement est souvent le problème numéro 1 du chef d'entreprise, notamment pour attirer des jeunes cadres. Donc c'est une opportunité pour faciliter l'embauche de jeunes issus du supérieur, entre Bac+2 et Bac+5, avec une aide qui peut aller jusqu'à 16 000 € en cumulant les deux dispositifs, si l'entreprise est en territoire d'industrie et si la mission est en lien avec des sujets de transition écologique. Au-delà des sujets compétences, des sujets fonciers qui nous intéressent également fortement. Ces dernières années, on a une tension croissante en matière d'utilisation du foncier qui nous est remontée des territoires d'industrie, avec des zones d'activité qui arrivent de plus en plus à saturation, avec notamment l'arrivée du zéro artificialisation nette qui complique encore davantage l'équation. Donc on a développé ces dernières années un réseau de sites clés en main, donc des sites qui sont prioritaires pour l'accueil d'investisseurs, qui sont promus en priorité à l'étranger par les équipes de Business France, et qui sont des sites dérisqués en matière d'instruction. Donc l'industriel a une garantie d'avoir une instruction maîtrisée en termes de délai à 9 mois. Il n'y a pas de risque environnemental, il n'y a pas de risque archéologique sur la zone. Ce sont des sites qui sont considérés comme sûrs par les services de l'État pour de potentiels investisseurs. Donc un format qu'on souhaite développer par la suite dans les prochaines années du programme. Et puis pour conclure, après les sujets compétences, les sujets fonciers, nous, un gros sujet de travail qu'on pousse en ce moment, c'est tout ce qui est innovation. Aujourd'hui, au ministère de l'économie, la plupart des outils sont orientés sur des projets d'innovation. Vous avez notamment le plan France 2030 au niveau national qui se déploie, qui succède au plan de relance, mais avec une logique beaucoup plus sélective, beaucoup plus ambitieuse, avec l'objectif d'avoir de vraies transformations dans les filières industrielles du pays. Nous, on voit que ces sujets-là, c'est encore compliqué pour beaucoup de territoires d'industrie de se les approprier. Souvent, l'innovation en France est faite dans les sièges des grandes entreprises, donc dans les très grandes métropoles, à Paris, à Lyon, à Toulouse. Et on a un vrai enjeu de diffusion de l'innovation et de faire en sorte que les territoires d'industrie soient vraiment en mesure d'avoir des actions ambitieuses en matière d'innovation. Donc, nous, avec les outils notamment de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, avec les outils de la Banque des territoires, on soutient en ingénierie des projets territoriaux d'innovation qui sont structurants pour un territoire d'industrie. Donc là, je vous ai mis quelques exemples qu'on a conduits ces derniers mois. C'est par exemple dans le Gers, l'accompagnement à la structuration d'une filière autour du vélo sur un territoire qui est traditionnellement plutôt aéronautique et donc qui cherchait une filière où les compétences aéro peuvent être utilisées dans une filière avec une forte dynamique. Donc aujourd'hui, il y a des usines d'assemblage qui ont été créées dans le Gers et on a une vraie filière qui s'est développée. On commence dans quelques semaines un soutien à l'innovation de la filière horlogère dans le Haut-Doubs horloger et à Besançon
pour aider les PME horlogères qui sont plutôt situées dans la sous-traitance pour les voisins suisses, pour les aider à innover davantage à la fois en matière de process et en matière de produits. Et puis on a aidé 3 territoires d'industrie variés l'année dernière sur une démarche commune d'attractivité sur les métiers du verre et du cristal, un sujet qui est particulièrement structurant sur ces territoires d'industrie. Donc ça, c'est une offre qui sera dans la suite toujours mobilisable dans le cadre du programme territoire d'industrie et sur lequel vous pouvez bien entendu nous solliciter. Et je pense que voilà, c'est très intéressant qu'on en parle aujourd'hui à Mulhouse, parce que Sud-Alsace est un territoire d'industrie très intéressant pour ça. On était d'ailleurs venu il y a quelques mois voir les différents projets avec une très forte dynamique sur la reconversion de certains quartiers industriels, avec sur le quartier de la Fonderie, avec des vrais tiers-lieux autour de l'industrie, des investissements mutualisés qui servent à tous les industriels, qui permettent de les mettre à niveau en termes d'industrie 4.0. Et c'est vraiment le genre de choses qu'on souhaite pousser dans les différents territoires d'industrie pour que les territoires d'industrie ne soient pas uniquement des territoires de production, mais qu'on ait également des capacités d'innovation et de développement dans ces territoires. Donc nous, pour la suite du programme Territoire d'industrie, on a 4 axes prioritaires. L'innovation, comment on fait pour engager davantage de démarches de R&D dans des territoires qui ont aujourd'hui pas forcément les ressources en matière de R&D, et comment on diffuse ces démarches-là. La transition écologique, c'est aujourd'hui une priorité très forte qui n'était pas forcément explicite au début du programme. L'intérêt de Territoire d'industrie, c'est de réunir élus et industriels à une échelle de bassin de vie, de bassin d'emploi, donc vraiment le lieu pour initier des démarches d'écologie circulaire, d'écologie industrielle territoriale. Donc l'idée, c'est de travailler sur ce sujet-là avec des partenaires comme l'ADEME pour multiplier ces initiatives. Le sujet compétences qui reste un problème très important remonté par les industriels. Et le sujet foncier avec des tensions de plus en plus fortes sur les zones d'activité. Donc voir comment on peut trouver de nouveaux gisements en matière de foncier, sur la reconversion de friches par exemple, ou sur du foncier qui est aujourd'hui pas disponible pour les industriels, avec des enjeux aussi de mise à niveau du foncier pour être en mesure de, par exemple, proposer des sites avec un accès déjà anticipé à une énergie propre, avec des offres de services intéressantes pour les salariés, avec une façon de construire l'industrie qui soit sobre d'un point de vue foncier et de consommation énergétique. Et c'est un gros chantier également pour la suite du programme. Donc on devrait pouvoir vous en présenter plus en tout début d'année prochaine avec nos 2 ministres, donc le ministre de l'Industrie et le ministre de la Cohésion des Territoires, pour engager une nouvelle phase sur le programme Territoire d'industrie avec une boîte à outils centrée sur ces 4 axes. Merci à tous et on reste à votre disposition en cas de questions. Merci. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention avant? De toute façon, on aura encore l'occasion d'échanger après cette séquence avec les différents acteurs et avant de passer à la deuxième étape sur les mobilités et avec des projets sur notre territoire. Donc, le territoire d'industrie, une démarche réaffirmée par le gouvernement, vous l'avez compris, qui embarque les territoires là où l'emploi est plus fortement localisé, donc les territoires de taille moyenne, comme c'est le cas chez nous. Notre territoire est composé de très nombreuses petites et moyennes entreprises d'industrie ou manufacturières. Alors certes, on a des fleurons comme Stellantis ou d'autres grands acteurs comme KMC, etc. Mais voilà, ce territoire est riche de toutes ces petites entreprises et c'est important qu'on puisse être dans le dispositif territoire d'industrie. La question des compétences, la question de l'innovation, puis la question de la décarbonation maintenant qui est au cœur des préoccupations. Est-ce que, avant de passer à l'autre étape, il y a des souhaits de réaction particuliers? Non, bah écoutez, on ne va pas perdre de temps. Merci beaucoup. Et on passe à la présentation de 2 projets. C'est bien ça, Maxime, en lien avec les mobilités faibles émissions. 2 projets portés sur des territoires proches d'ici. Avec des représentants du PETR du Sungo, je vous en prie, installez-vous.
Alors, il faut prendre le micro et bien parler devant, Ça surtout. marche. Oui, oui. Bonjour à tous. Faut bien Merci l'approcher. pour l'invitation de ce matin. Donc on travaille au pôle d'équilibre territorial du Pays du Sungo. C'est une collectivité qui rassemble 108 communes et 2 communautés de communes entre Mulhouse, Bâle et Belfort. Un territoire qu'on va qualifier de pendulaire, qui avait la particularité d'avoir une industrie assez présente jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000 notamment, sur les questions de la tuilerie, sur les questions des productions de mobilité, notamment avec une unité de Peugeot motocycle à Dannemarie, et qui aujourd'hui est en phase de résidentialisation. On est sur 70% des actifs résidents du territoire qui sont pendulaires et qui travaillent dans une agglomération voisine. Alors, pour 49% d'entre eux, c'est les 5 cantons du nord-ouest de la Suisse qui sont leur destination de travail. Mulhouse occupe également une place de choix. D'ailleurs, un indicateur assez pertinent pour le mesurer, c'est les transferts de salaire. C'est-à-dire qu'on est à 685 millions d'euros de salaire qui sont chaque année, qui en 2019 étaient transférés de l'agglomération mulhousienne au territoire du Pays du Sungo. À l'inverse, l'emploi industriel s'est littéralement effondré avec 20% d'emplois industriels en moins entre 1999 et 2019, et pour autant une attractivité résidentielle qui ne s'est pas encore complètement convertie en une économie du présentiel. Ce qui veut dire qu'on est sur un territoire carrefour, qui est une ruralité avec la particularité d'avoir des équipements de rang métropolitain sur ses franges, ce qui génère évidemment beaucoup de flux. On l'a dit, 70% des gens travaillent à l'extérieur, donc des mobilités domicile-travail qui sont fortes, et également un territoire qui se situe entre 3 gros pôles industriels, Belfort-Montbéliard, Mulhouse et Bâle, avec des flux générés également importants sur le territoire, sur ce sujet. C'est pourquoi la question des mobilités est vraiment essentielle sur des questions d'industrie, mais aussi de transition écologique, d'amélioration de la qualité de l'air. Le territoire compte quand même avec des avantages qui sont certains, notamment en termes de gisement de ressources d'énergie renouvelable. On compte 837 exploitations agricoles dans le territoire du Sungo. Ça représente à peu près la surface agricole utile, 50% du périmètre du territoire, ce qui veut dire qu'on a là une matière première très intéressante, méthanogène, avec les lisiers et les fumiers, surtout les fumiers qui ont des propriétés gazières importantes. C'est un territoire qui a opéré cette transition de l'économie agricole, première brique d'un mur dont on verra les autres plus tard dans la présentation. 3 méthaniseurs sont actuellement en route sur le territoire, un dans la commune de Meurnac en cogénération, et 2 autres sur les communes de Trobach et de Gommersdorf, donc dans l'ouest du territoire du Sungo, et qui sont là sur de l'injection réseau. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les questions que se posent à la fois les élus et ces exploitants, c'est la question des usages. Le premier prisme qui fait sens aujourd'hui, c'est la question des mobilités. On en a expliqué les raisons tout à l'heure. Donc, d'où la volonté des élus des communautés de communes Sungo, communautés de communes Sud-Alsace-Largue, de mobiliser le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays du Sungo, qui intervient en appui sur des questions de prospective et d'études pour le compte de ces dernières, d'engager une candidature à la démarche flotte basse émission qui a été engagée par la région Grand Est. Donc le dossier a été déposé durant l'été, au mois de juin, et on a recruté un bureau d'études pour nous accompagner qui a commencé véritablement son travail à la fin du mois d'août. Alors cette démarche flotte à basse émission, elle s'inscrit en différentes phases. La première d'entre elles, on est en plein dedans. Elle consiste d'abord à faire un état de l'art, à faire un inventaire sur les éléments avec quoi on compte. Tout d'abord, nos capacités de production. Il s'agit d'évaluer ces capacités de production par rapport aux infrastructures qui sont existantes, solaires, méthaniseurs,
On sait qu'on compte également avec un certain nombre de gisements qui ne font pas encore l'objet d'infrastructures de transformation. Question de l'éolienne par exemple. La filière bois énergie qui est peut-être qui est à ce jour la plus structurée sur le territoire. Donc l'objectif est d'évaluer ce gisement, ses capacités de production, mais également la question des flux de transport. Alors les flux de transport, ça va être en quoi est-ce que les délégations de services publics des collectivités, via les contrats qu'elles passent pour ramasser les produits résiduels des ménages, pour assurer le ramassage scolaire, pour les différents services, va générer des flux d'entreprises, et c'est là toute la difficulté, qui sont basés en dehors du périmètre du territoire, mais qui vont opérer, rouler, générer un service dans le territoire et qui auront besoin de ces transports décarbonés. Le deuxième élément, c'est d'identifier le gisement de flotte, de véhicules, notamment des véhicules lourds, c'est là que l'étude se concentre, parce qu'on a un vrai sujet qui lie économie et écologie, c'est la mise en place de la zone à faible émission dans le cœur de l'agglomération mulhousienne, territoire agricole. Donc qui dit territoire agricole dit pendularité des flux entre la zone de production et une zone de consommation. Il en va de même pour tout ce qui va concerner le transport de personnes. Donc on est carrément sur une activité qui serait bloquée si cette question de la décarbonation n'était pas anticipée. Donc premier élément, évaluation, quantification à la fois du gisement de véhicules et des capacités de production d'énergie. La deuxième phase, elle va plutôt s'ancrer sur une évaluation de la capacité des gestionnaires de flotte à remplacer leurs véhicules. Entre les deux, on est sur une logique de sensibilisation, d'animation. Les entreprises sont aujourd'hui repérées. L'objectif est maintenant de les rencontrer pour les sensibiliser aux enjeux. En quoi est-ce que la non-anticipation de ce sujet va poser des problématiques réglementaires dans le fonctionnement de leur métier, et de leur présenter quels sont les outils, et notamment financiers, pour les accompagner. L'objectif, il est vraiment sur une double sens. D'abord, il va s'agir de comprendre quel est leur modèle économique, quelles sont leurs capacités à investir, quels sont leurs besoins prioritaires, pour ensemble évaluer quels sont les véhicules, leur nombre, leur type de motorisation qui seront à faire évoluer. Certains sont sur des trajets qui sont relativement courts, d'autres beaucoup plus importants. Et l'évaluation de ces besoins doit nous permettre d'arriver à un scénario. L'objectif est de signer des engagements avec ces entreprises pour ensuite dimensionner, calibrer l'offre qui devra être mise en place. Cette mise en place de l'offre, elle doit aboutir à des scénarios qui vont aller jusqu'à l'implantation de stations multi-énergie. Alors, quelles énergies, dans quel volume, sur quelle localisation, ça c'est à l'étude de le dire, en fonction des flux, en fonction des entreprises, et aussi en fonction de l'étude des documents d'urbanisme, parce que l'implantation de ces équipements pose beaucoup de questions au niveau des documents de planification, notamment les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Mais en tout cas, on est sur une étude qui est opérationnelle et qui a pour but de comprendre le besoin tant dans la capacité à produire de l'énergie que dans la capacité des entreprises à investir dans le renouvellement de flotte, pour ensuite dimensionner, localiser des stations qui seront implantées. Du coup, comme a dit David, c'est une démarche très opérationnelle. On ne voulait pas être centré sur une étude uniquement très théorique, mais on voulait dès le début commencer à travailler avec les entreprises en direct. C'est pourquoi, dans la deuxième phase, on a des entretiens, on a pas mal de réunions avec directement les entreprises. C'est pour ça, suite à ça, on va du coup dimensionner la station ou les stations multi-énergie à l'échelle du territoire. On a commencé déjà l'étude, comme a dit David, en septembre. L'objectif, c'est de finir l'étude au mois de juin. Et au mois de juin, avoir déjà un plan préopérationnel pour la mise en place de cette station, mais aussi pour avoir une personne qui va être dédiée à l'accompagnement des entreprises dans cette
décarbonation des mobilités. Parce qu'on se rend compte vite que c'est la phase la plus importante. Il y a pas mal des entreprises qui n'ont pas soit les moyens, soit le temps de se dédier à cette partie décarbonation. On travaillera ensemble avec la région Grand Est, qui a lancé déjà des aides à la décarbonation des mobilités des poids lourds. Et du coup, cette étude, il va être une condition pour que les entreprises elles soient éligibles aux aides de la région Grand Est. Donc c'est pour ça que l'étude il est important de les réaliser à l'échelle du territoire pour que les entreprises soient ensuite, qui puissent ensuite bénéficier de ce type d'aide. Et c'est aussi un sujet qui, bien évidemment, est sur une logique interterritoriale, parce que les flux entre Mulhouse et le Sungo sont tellement importants que le travail avec Mulhouse-Alsace Agglomération va de pair. Démarche opérationnelle et collaborative, oui, parce que ça va croiser beaucoup d'acteurs différents, publics-privés. Donc, à la base, la gouvernance du projet s'articule autour des 2 communautés de communes qui sont autorités organisatrices des mobilités et qui ont la compétence économie. Bien sûr, ça c'est le cercle de base avec la région Grand Est et le pays du Sungo, mais également avec l'ensemble du panel d'entrepreneurs pour lequel il faudra apporter des solutions techniques complètes et un modèle économique qui soit pertinent. La prise en compte des enjeux locaux, oui, à commencer par les qualités endogènes du territoire, c'est ce gisement agricole dont on parlait tout à l'heure, ces matières résiduelles à valoriser. Donc on n'est pas du tout sur une logique de concurrence, de cannibalisation entre les surfaces dédiées à l'alimentation et celles dédiées au carburant. On est sur une valorisation des produits résiduels, notamment liés à l'élevage, dans une optique de diminution des flux carbone, enfin des émissions de CO2 sur le territoire, et de valorisation des ressources naturelles du territoire. Tout cela s'inscrit également en parallèle dans un plan de paysage. Et ça, c'est un point qui est important à souligner, parce que la question de l'acceptabilité sociale reste importante. Installer un méthaniseur, c'est pas neutre, un champ photovoltaïque non plus. Donc il y a une concertation qui se fait avec les collectivités, avec les habitants, avec les propriétaires fonciers, pour travailler, questionner, interroger la notion de l'acceptabilité, de jouer avec la topographie et les paysages, mais aussi les réseaux, bien sûr, hein, et leur localisation, pour localiser ces futures stations multi-énergie. Et ensuite, pour la logique d'opérabilité, et sortir uniquement de la logique de schéma, important d'avoir des solutions techniques, des solutions financières, de faciliter des contractualisations par la mise à réseau. Et là, on voit combien l'animation, au sens noble et opérationnel du terme, est importante, et à combien c'est important d'investir dans les territoires ruraux sur de l'ingénierie, parce que les gisements, ils sont vraiment importants, et que la matière à valoriser pour décarboner notre économie s'y trouve. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des réactions? Vous souhaitez intervenir? Oui, Nathalie? Voilà. Je voulais vous dire que je trouvais votre démarche véritablement exemplaire. Hein. Nous, Mulhouse-Alsace Agglomération est en train de s'engager. On a pris un peu de retard dans une démarche comme ça. Donc, si on peut bénéficier de votre expérience, hein, ça nous ferait gagner du temps. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on raisonne en Sud-Alsace sur la question des décarbonations des mobilités, parce que c'est véritablement l'échelon pertinent. Voilà. Merci. Hein. Merci. Le temps de récupérer le micro. D'autres En tout cas, je vous le confirme qu'on est bien sur une logique de réciprocité. On voit combien la pendularité inscrit un lien intime entre les 2 territoires, et ces collaborations vont de fait. En tout cas, le travail que l'on fait dans le cadre de la démarche territoire d'industrie nous amène aussi de toute façon à travailler de façon collective sur différents projets. Là, on voit que c'est un enjeu pour l'économie aussi, autant que pour le cadre de vie des habitants. Donc, je vous en prie. Et on les fait déjà. On a déjà eu les premières réunions en fait avec les services de transport de M2A et les services économiques. Donc, je vous confirme qu'il y a une démarche qui a déjà commencé sur ces sujets.
Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose de passer au sujet. Merci beaucoup. Je vous Merci. propose de passer au troisième sujet avec comment un énergéticien, en l'occurrence Total Energy, agit, propose des solutions de décarbonation donc, sur notre territoire de l'agglomération mulhousienne. Bonjour à tous. Du coup, je suis Julien Guette et en charge du développement de l'hydrogène mobilité chez Total Energy, donc sur un périmètre France. Et je vais vous parler aujourd'hui de deux sujets finalement, hein. La stratégie de Total Energy en termes de mobilité hydrogène, et puis également du projet que nous menons en partenariat avec l'agglomération de Mulhouse. Alors peut-être la première des choses, hein, c'est de rappeler que Total est devenu Total Energy avec une réelle dynamique de changement. Aujourd'hui, et c'est assez peu connu, on a plus d'actifs en gaz qu'en pétrole et on investit assez massivement sur l'électricité renouvelable. Donc 12 milliards de dollars l'an dernier sur le développement de l'électricité renouvelable pour en faire le troisième pilier de la compagnie. Et l'objectif, c'est d'atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc avec une neutralité carbone qui concerne l'ensemble des scopes. Donc le scope 1 sur nos émissions directes, le scope 2 sur les émissions liées à notre utilisation d'énergie, et le scope le plus difficile, hein, qui est le scope 3 sur les émissions de nos clients. Donc ça implique beaucoup de choses en termes d'investissement et de changement. Et si on regarde le mix d'électricité, d'énergie que nous vendrons en 2050, on va avoir le gaz et le pétrole qui ne vont plus peser que pour 25% de l'énergie qu'on va vendre en 2050. 50% sera de l'électricité renouvelable, donc un changement massif. Et puis les 25% restants, ça va être du biogaz, des biofuels et des e-fuels. Les e-fuels étant ces carburants de synthèse qu'on va venir créer à partir d'électricité et donc d'hydrogène, et puis de CO2 qu'on aura préalablement capté pour en faire des carburants de synthèse. Et l'e-fuel le plus simple, c'est donc l'hydrogène, et c'est en ce sens qu'il s'inscrit dans la feuille de route de la compagnie. Sur l'hydrogène, on est souvent questionné sur nos activités et on nous demande souvent quand est-ce que vous allez ouvrir des stations hydrogène. Il faut savoir qu'on a démarré l'hydrogène il y a à peu près 20 ans sur des projets allemands, donc à Berlin notamment, dans le cadre d'un partenariat avec BMW qui avait développé des véhicules hydrogène utilisant des moteurs à combustion. Une cinquantaine de voitures sont sorties au début des années 2000 et on était chargé de faire les infrastructures pour ce constructeur-là. Suite à cela, on a déployé différents projets, notamment pour des solutions de bus en Allemagne principalement, parce que l'Allemagne s'est montrée assez dynamique sur le sujet de l'hydrogène et ça a abouti à la constitution d'une JV dont on est membre fondateur, hein, qui s'appelle H2 Mobility Germany en 2015 et qui avait pour but de déployer une centaine de stations dédiées aux véhicules légers en Allemagne, donc pour résoudre la problématique de la poule et de l'œuf. Hein. On pensait qu'en construisant des stations, les véhicules viendraient naturellement. Aujourd'hui, il y a 95 stations en Allemagne, il y a à peu près 1500 véhicules. Le marché a été assez mal ciblé. On est sur des véhicules légers, c'est pas vraiment la cible de l'hydrogène. Hein. L'hydrogène est pertinent sur le transport lourd. Donc aujourd'hui, il y a une réorientation stratégique de cette JV vers la mobilité lourde, qui est beaucoup plus pertinente. Et c'est en ce sens qu'on a notre plan de déploiement qui est en cours de constitution, hein, qui vise à développer un réseau d'infrastructures dédié aux poids lourds sur les corridors européens, et j'en parlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, on déploie des projets hydrogène dans différents pays, donc c'est principalement nos core countries, donc France, Allemagne, Benelux, là où on a un réseau qui est assez étendu, et on va avoir différents modèles de chaînes de valeur sur l'hydrogène. On va avoir de la production sur site, sur base électrolyse, sur base réformage. On va avoir de la production centralisée avec des livraisons par trailer. Et tout ça, ça permet d'investiguer quel est le meilleur business model pour arriver à apporter aux clients finalement un hydrogène avec l'empreinte carbone la plus faible possible et un coût le plus faible possible pour que son coût d'opération reste pertinent. Donc notre objectif, hein, c'est d'être un acteur de référence de la distribution d'hydrogène bas carbone ou renouvelable sur le segment du transport lourd. Sur la chaîne de valeur, on a une couverture globale, hein, de cette chaîne de valeur. Donc ça part beaucoup de sensibilisation en fait. Hein. Ces derniers temps, on a fait beaucoup d'interventions pour expliquer quelles sont les choses auxquelles il faut penser quand on déploie une infrastructure hydrogène. L'importance de la disponibilité des stations, du dimensionnement, du design, de la partie maintenance. Des réponses à des appels d'offres. Derrière, on arrive sur une partie plus opérationnelle liée à la construction sur laquelle on s'appuie sur notre réseau.
qui a l'habitude de déployer des sites. Typiquement, on a 3500 stations en France aujourd'hui, conventionnelles. Des solutions de financement, donc on a développé des solutions d'infrastructure en format locatif parce qu'on s'est rendu compte que l'accès à l'infrastructure était un sujet et le coût de l'infrastructure est aussi un frein. Une station hydrogène, c'est plusieurs millions d'euros, donc ça peut représenter un frein pour l'utilisateur final qui souhaite faire des expérimentations relativement courtes. L'approvisionnement d'énergie, donc que ce soit de l'électricité renouvelable pour fabriquer de l'hydrogène ou de l'hydrogène renouvelable directement. Donc on est en mesure de le sourcer. Et puis les deux derniers points, c'est l'opération et la maintenance. Et là-dessus, en fait, les stations hydrogène sont intégrées dans le pool de stations qu'on opère. Et on bénéficie d'outils de maintenance 24 sur 24, 7/7, qui permettent d'assurer des taux de disponibilité élevés. Et ça, c'est fondamental parce que c'est un des problèmes majeurs de la filière aujourd'hui, le manque de disponibilité des stations. Alors, on a signé un accord avec Daimler récemment, donc il y a 1 an à peu près, qui vise à créer des écosystèmes avec des camions et puis des stations. Lors de la signature de cet accord, on a publié un document mentionnant quelle était notre trajectoire de déploiement. Et on annonce du coup 100 stations dédiées aux poids lourds sur les grands corridors européens. Donc France, Allemagne, Benelux, et puis un élargissement à l'Espagne sur lequel on a de l'engouement de beaucoup d'acteurs du transport qui souhaitent opérer le long de ces corridors européens. Et c'est en ce sens que cette stratégie est déclinée au niveau de la France, avec quelques projets qu'on a placés sur la carte, des stations qui verront le jour d'ici 2025. Vous pouvez retrouver le point de Mulhouse qui est positionné. Donc on a cette idée de faire un premier maillage des corridors. On a déposé des dossiers à l'ADEME récemment, le premier en septembre 2021, et qui vient d'être nommé lauréat sur un axe Paris-Bordeaux. Donc avec une trentaine de camions qui sont déjà engagés avec des gros acteurs du transport qui acceptent d'opérer des flux. Donc ce réseau de stations va permettre de leur donner un peu plus de versatilité dans le temps. On va continuer à se déployer et ce réseau est bien sûr non exhaustif. Nous avons ensuite travaillé, et c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, sur l'hydrogène, la sécurisation des véhicules. C'est très difficile aujourd'hui d'obtenir des véhicules tant que vous êtes avant 2026. À partir de 2026, on commence à avoir des gammes commerciales sur les grands constructeurs. Auparavant, on est sur des pré-séries, des nombres très limités de véhicules, quelques dizaines. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sécurise ces véhicules-là pour les besoins de nos clients transporteurs et chargeurs, sans intermédiaire toutefois. On est facilitateur, mais c'est pas notre business que d'acheter des véhicules et de les revendre à des utilisateurs finaux. Donc, cependant, on arrive à sécuriser des offres auprès de différents constructeurs. Donc, on avait publié une sécurisation auprès Dyson. Récemment, donc Daimler avec 50 véhicules qui seront dédiés à nos écosystèmes. Et on est en train de sécuriser d'autres partenariats qu'on va très prochainement annoncer. Ça, c'est intéressant parce qu'avec cette offre à la fois de stations et de véhicules, on peut venir démarcher des clients transporteurs et chargeurs et leur proposer de convertir des flux et de venir les opérer sur les grands corridors qu'ils pourraient venir opérer. Donc c'est ce travail d'identification des flux et d'échange avec les transporteurs qu'on est en train de mener conjointement avec des acteurs comme l'agglomération qui ont une empreinte locale très forte et qui connaissent les acteurs du transport implantés aussi localement. L'hydrogène qui sera distribué sera évidemment à minima bas carbone et renouvelable. Donc pour cela, on s'appuie en fait sur nos assets renouvelables qu'on marie avec des projets d'électrolyse. Et ça permet en ce sens d'avoir une empreinte carbone la plus faible possible et d'apporter à des acteurs du transport qui ont des politiques RSE de plus en plus fortes de réelles solutions de décarbonation. Sur le projet de Mulhouse, donc, il est localisé sur l'autoport, donc c'est un site qui est assez intéressant de par sa localisation. On est à proximité des autoroutes A35, A36. Sur la 36, on a entre 10 et 15 000 poids lourds qui passent chaque jour, si les données que j'ai sont exactes. Donc c'est extrêmement significatif. Et sur ce foncier qui fait un peu plus de 6 000 m², on parvient à installer du coup une station hydrogène capacitaire qui fait 1 tonne délivrée sur une plage de 14 heures. Ça c'est important aussi parce que vous avez rarement des chauffeurs qui font des pleins à 2 heures ou à 2 heures du matin ou à 23 heures. En général, les off-take ont lieu entre 5h et 18h, donc les infrastructures sont dimensionnées pour répondre à ce besoin de forte capacité sur une plage horaire réduite, avec un caractère évolutif. Et ce qui est intéressant également, c'est que sur ce foncier-là, on est en mesure d'installer des bornes de recharge rapides.
Et c'est assez complémentaire finalement avec la mobilité hydrogène qui a vocation à adresser du tracteur plutôt longue distance. On constate aussi qu'on a de plus en plus d'acteurs du transport qui nous demandent d'avoir des points de charge pour pouvoir assurer des charges rapides sur des véhicules type porteur qui auraient besoin de compléments pour finir leur tournée. Donc voilà, il y a 3 emplacements qui sont prévus pour ces véhicules-là. Et c'est assez intéressant du coup de voir cette station multi-énergie où finalement on distribue que des solutions non conventionnelles, hein, des chargeurs et puis de la mobilité hydrogène. Voilà, donc si vous êtes en relation avec des transporteurs ou des chargeurs qui souhaitent opérer des flux ou qui s'intéressent à la filière, qui ont besoin d'avoir des éléments sur tout ce qui est offre de véhicules, planning de déploiement, etc. On est bien sûr là pour les informer, les documenter et puis travailler avec eux des sujets très concrets comme leur TCO. Donc voilà, donc on est à disposition pour ça et puis on répondra aux questions avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions? Bon, la préoccupation est bien sûr la décarbonation, mais il faut à la fois il faut trouver les outils de production, il faut aussi trouver les consommateurs. Hein, donc il est important de travailler avec l'ensemble de la chaîne hein, de valeur sur tout ce qui concerne les transports et la mobilité, hein, sur cette question de l'hydrogène. C'est un vaste sujet. On commence à mettre un peu les pieds dans le système au niveau du territoire. Et c'est vrai que cette station, elle arrive à point nommé parce qu'elle nous permet déjà de prendre acte hein, que sur un territoire à fort enjeu de décarbonation, avec une dorsale nord-sud Hambourg-Barcelone qui passe au travers de la 36 et la 35 sur ce territoire, avec beaucoup de véhicules, vous le disiez, véhicules lourds, puisque pour l'instant on flèche surtout l'hydrogène sur les véhicules lourds et les longs trajets. Eh bien on peut déjà commencer à travailler sur cette dimension. C'est un premier pas. Et il faut aller vers d'autres, mais il faut vraiment travailler avec toute la chaîne logistique hein, et tous les transporteurs. Donc n'hésitez pas si vous avez relation avec certains d'entre eux. Est-ce qu'on a fait, on n'a pas rattrapé notre retard, mais on a réussi à s'y reconstruire quand même dans le temps. C'est bon, Maxime, vous m'en veuillez pas. Très bien. Est-ce que, oui, je vous en prie, on va peut-être passer un micro. Bonjour. Avons-nous une idée du coût prévisionnel au kilo du H2 en poids lourd? Si vous pouvez nous indiquer un peu la position à venir. Oui, alors on l'a dit, hein, l'objectif c'est vraiment de s'inscrire dans une... Ah, on va peut-être laisser l'alarme... Voilà. L'idée c'est vraiment de s'inscrire en proposant un hydrogène qui soit le compétitif le plus rapidement possible. Donc on a un prix initial qui représente un surcoût au kilomètre, qui est ciblé en dessous des 10 € du kilo, avec une trajectoire descendante, et l'objectif est d'atteindre les 6 à 7 € en 2030. Donc cette trajectoire, elle est assez importante parce qu'à 7 €, on arrive à quasiment une parité avec une technologie diesel qui présentera des contraintes assez importantes de par la taxation du CO2 sur la mobilité et potentiellement les limitations de circulation sur certains axes stratégiques. Donc l'idée est bien sûr d'arriver avec un TCO le plus pertinent possible. Et je ne l'ai pas dit, mais l'avantage du territoire, c'est d'avoir des grosses capacités de production d'hydrogène bas carbone. Et ce projet, il est directement marié de distribution est directement marié à ces projets de production d'hydrogène bas carbone. Et au début, on va livrer depuis de gros assets de production en trailer. Et l'idée, et c'est avec GRT Gaz, qui est aussi un partenaire du projet, qui aura un transport à terme par pipeline de l'hydrogène, ce qui a tendance à réduire les coûts de logistique et qui permet ensuite d'atteindre des coûts d'hydrogène plus compétitifs pour atteindre une parité TCO le plus rapidement possible. Voilà. Je vous propose de nous en arrêter là, puisqu'on a largement dépassé les délais. Merci beaucoup de votre participation. Merci à tous.